Bonjour, Monsieur Molina. Bonjour. Vous m'entendez bien? Monsieur Molina, vous nous entendez? Je vous entends parfaitement. Parfaitement. Il faut juste, attendez, juste une gestion en interne, l'écran. Voilà, très bien. Et le son, si c'était possible chez nous d'augmenter un petit peu. On fait quelques réglages techniques ici dans la salle. Mais il n'y a pas de problème. Allez-y, dites-nous quelque chose, Monsieur Molina. Bonjour. Je vous remercie pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Non? On est au maximum chez nous, non? Vous voulez que je parle plus fort? Oui, non, c'est juste chez nous, on essaye de mettre un peu plus fort le son, c'est pour ça. Alors, je vous remercie en tout cas, Monsieur Molina. Je vous souhaite la bienvenue et à nouveau merci de vous être rendu disponible aussi rapidement pour nous retrouver auprès de cette commission et de répondre à nos questions. Nous avons entamé ce matin les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif. Vous le savez, à la suite de très nombreuses révélations de sportifs et de divers scandales judiciaires, l'Assemblée nationale a choisi de créer cette commission d'enquête dont les travaux vont se décliner autour de 3 axes. L'identification des violences sexuelles, physiques ou psychologiques dans le sport, l'identification des discriminations sexuelles et raciales dans le sport et l'identification des problématiques liées à la gouvernance financière des fédérations sportives et des organismes de gouvernance du monde sportif bénéficiant d'une délégation de service public. Nous avons souhaité vous auditionner en tant qu'expert de l'investigation sur ces 3 sujets. Dans un premier temps, nous souhaiterions que vous puissiez nous exposer brièvement les résultats de vos investigations à l'encontre des fédérations françaises de football et de rugby, pour lesquelles vous avez publié de nombreux articles. Dans un second temps, la rapporteure, mes collègues et moi-même aurons certainement des questions complémentaires pour connaître votre appréciation des mesures prises en France pour lutter contre les violences et les discriminations dans le sport. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure », après avoir activé bien sûr votre micro. Je le jure. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Molina, et je vous laisse la parole. Bon, déjà, je vous remercie pour cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Déjà, je tenais à vous remercier, toutes les personnes qui ont été à l'initiative de cette commission d'enquête parlementaire, parce que je sais que dans la vie politique française, il y a plein de choses qui dépassent le sport, que ce soit au niveau économique, au niveau social, etc. Et bien souvent, en fait, le monde du sport passe un peu en second plan, ce qui permet à beaucoup de dirigeants de fédérations sportives d'être presque tranquilles, parce qu'en effet, la vie politique étant tellement dense, vous le connaissez bien mieux que moi, et ben souvent, on se dit, bon, c'est peut-être, il y a plus important que le sport. Sauf que quand on y réfléchit vraiment, je me permets cette introduction-là, on parle d'une industrie qui déjà fait rêver des millions et des millions de Français. Et dans le monde entier, ce sont des milliards de personnes. Je me rappelle quand j'étais encore un enfant dans mon tendre Nord-Isère, moi c'était le basket, donc je jouais et je m'imaginais un jour en m'entraînant tout seul, pourquoi pas être au milieu des plus grands, etc. Et c'est ce rêve qui m'a poussé, maintenant depuis plus de 10 ans, à arpenter le dédale assez obscur, malheureusement, du sport. Mais au début, je n'avais pas du tout cette idée. J'avais une certaine naïveté, une certaine candeur. Pour moi, c'était des valeurs que j'entendais répéter ici et là. Bon Dieu que j'étais naïf. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce métier-là, où j'ai publié pour le New York Times, le Guardian, la BBC, CNN, Josimar, Blast, publié 7 livres aussi, principalement autour des dédales du sport, notamment autour du foot, un peu du basket, et bientôt aussi sur d'autres sports, notamment les sports de combat, où chaque jour davantage, je prends peur devant l'ampleur des dégâts. Et mes enquêtes, notamment depuis 3 ans et demi, principalement au niveau international, ont permis qu'une vingtaine de dirigeants sportifs soient bannis ou arrêtés. Donc, il y a eu des cas en Haïti, même jusqu'à l'ancien ministre des Sports, M. Evans Leskouffler, qui a été arrêté par Interpol pour des cas de pédocriminalité. Au Gabon, et vous allez comprendre ensuite le rapport avec la France,
On a eu le président de la République, M. Bongo, qui a réagi dès le lendemain suite à la publication des articles dans le Guardian, qui ont permis l'arrestation de 5 personnes au taekwondo, au tennis et au football pour des actes de pédocriminalité également sur des réseaux vieux de 30 ans. Et il y a eu pareil au Côte d'Ivoire, dans le basket malien, au Zimbabwe, en Zambie, en Mongolie. Et d'autres enquêtes sont en cours actuellement au Salvador et au Costa Rica notamment, et aussi en Colombie. Quant à la France, mon pays, même si je ne suis pas avec vous aujourd'hui, très clairement, je le dis, c'est parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur moi de certaines personnes. Je pense qu'on en parlera après parce que ça fait partie de l'impunité que certaines personnes ont dans le sport. J'ai énormément publié autour de la Fédération française de foot depuis des années, principalement dans le New York Times sur la culture toxique à la fédération. Enfin bref, on pourra en parler un peu plus après. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir l'omerta absolument incroyable dès qu'on touchait notamment à la Fédération de football en France. Personne quasiment ne voulait parler, ça durait des années, les gens presque se rétractaient, et sans témoignage des gens, sans avoir une base suffisamment solide au niveau légal pour être publié, comme vous le savez, vous ne pouvez pas, donc vous devez ronger votre frein. Et c'est pareil pour d'autres fédérations, notamment au basket et dans les sports de combat. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont passées ces derniers mois avec ce rapport d'audit commandé par le ministère des Sports, dont on pourra reparler, parce qu'il est quand même assez biaisé dès le début. Et j'en parlerai après, ce qui m'a beaucoup interrogé, beaucoup peiné également, de voir qu'on ne voulait pas aller au fond des choses. Et j'ai remarqué qu'en France, on s'est toujours attaqué à une personne en particulier, souvent les présidents de fédération. Au rugby, M. Laporte. Dans le football, M. Le Gret, qui sont donc les anciens présidents de cette fédération-là. Mais à aucun moment, on s'attaquait au système, en pensant qu'une personne était responsable de toute la mélasse, de toute la crasse qu'on pouvait avoir. Alors, soit on prend les gens pour des imbéciles, soit c'est un manque de connaissances. Et dans les deux cas, ça ne va pas régler les problèmes. Bien au contraire, on a sauvegardé des systèmes qui sont déficitaires, qui ont fermé les yeux sur des actes abominables, dont je vais pouvoir énoncer les faits tout à l'heure, et on ne s'est jamais attaqué au fond du problème. Je vais vous donner un exemple concret quand je vous parlais de tout l'amour et cette candeur que j'avais quand je pratiquais le basket, et ça arrive pour plein de gens à travers le monde. Et même au niveau international, je vais prendre l'exemple par exemple du Gabon, vous avez plein de jeunes Gabonais qui rêveraient un jour de jouer en France, et plein d'autres personnes à travers le monde, parce que nous avons une excellence sportive, que ce soit au handball, au volleyball, au football, enfin bref. Je ne vais pas parler de tous les titres glanés par les équipes de France. Et ça fait notre vitrine. Et à chaque fois, on va rassurer les hommes politiques en disant, regardez, on est champions du monde, on est champions d'Europe, que sais-je encore. Sous-entendu, ça travaille bien, comme si ces gens-là, c'était eux qui étaient sur le terrain. Et il y a une histoire qui est absolument terrible et qui montre à quel point on fait l'autruche dans ce milieu et que des fois, c'est à perdre presque foi en l'humanité. Je préviens que les mots que je vais employer sont malheureusement assez forts, mais je suis obligé de le faire. C'est pour ça que je vous remercie de me donner cette opportunité-là. Vous avez un tournoi en France, le tournoi de Montaigu, un tournoi de jeunes internationalement connu, dont la Fédération française de foot fait encore la promotion sur son site internet. Vous pouvez le voir pour le cinquantenaire de Montaigu. Le mondial de Montaigu pour les jeunes, c'est une référence au niveau international. Parce que ne nous y trompons pas. Si nous allons évoquer la gestion des fédérations sportives, il faut parler aussi de ce qui se passe sur le terrain. Sur le terrain, on ne me l'avoue pas, la France est peut-être l'un des meilleurs pays de sport collectif au monde. Donc, ça fait rêver des millions et des millions de jeunes du monde entier. Et ce tournoi de Montaigu, donc avec la Fédération française de football, que vous pouvez retrouver donc sur le site internet, existe depuis plus de 50 ans. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, beaucoup de jeunes Gabonais sont allés à Montaigu, en rêvant un jour de jouer en France, d'être opérés. Pour aller à Montaigu, ce qui s'est passé sur le sol gabonais et sur le sol français. Les staffs techniques qui faisaient ça abusaient des enfants, mais abusaient dans des proportions inimaginables. C'est-à-dire que sur un groupe de 20, je vais être très gentil quand je dis 80%, ont reçu ce qu'on appelle la présence d'esprit. La présence d'esprit, terme donné par un coach qui s'appelle Patrick Asumuyidi Capello, aujourd'hui incarcéré à Libreville, suite à nos enquêtes. Ce monsieur sodomisait ces jeunes enfants. C'était ça la présence d'esprit, qu'il leur infligeait au Jardin d'Éden, c'était le surnom de sa maison. Il était aidé pour cela par un agent franco-gabonais, M. Guy Mandarano, qui, lui, ne sodomisait pas les enfants, il leur faisait des fellations et gardait leur sperme dans des bocaux. Ces actes se sont commis sur le territoire français également. Et je me rappelle une discussion que j'avais eue avec un rescapé de Montaigu, qui rêvait d'aller en France, etc. Et qui a vu sa vie brisée. On parle d'un homme brisé, qui est aujourd'hui père de famille, mais brisé. Vous n'avez pas idée, il est tombé dans la drogue, tout. Enfin. Et il y a quelques mois, Montaigu a annoncé fièrement, alors que la presse internationale avait bougé sur le dossier gabonais, qui avait déclenché des enquêtes au niveau international au niveau de la FIFA et qui avait déclenché la justice civile gabonaise. Le tournoi de Montaigu, dont la Fédération française de football n'arrête pas de promotionner cela, a trouvé le moyen de réinviter l'équipe du Gabon avec la même équipe dirigeante, dont le président de la fédération est actuellement en prison, accusé d'avoir couvert un réseau pédocriminel. M. Pierre-Alain Mouguengui,
depuis en liberté conditionnelle en attente de son procès à Libreville. Et ce monsieur qui m'a écrit, dont je vais taire le nom par motif de sécurité, m'a dit « c'est comme si on me violait une deuxième fois ». Et j'ai essayé de me mettre en contact avec des autorités, etc., en disant « mais comment est-ce possible qu'un scandale aussi international, aussi gros qui se passe sur le sol français, il n'y ait aucun mot ». Et c'est pour ça que mon intervention aujourd'hui, pourquoi je parle de tout cela, c'est que la justice sportive qui existait, on a des commissions d'enquête, on a plein de choses de toutes ces fédérations-là, on remarque qu'elles ferment toujours les yeux. Et il est plus que jamais temps que la justice civile et la justice sportive s'allient et disent non à l'impunité. Parce qu'autrement, des hommes brisés, comme cette personne dont je vous ai parlé, on en retrouvera tant d'autres et tant d'autres. Désolé si j'étais un peu long. Merci pour votre témoignage qui déstabilise bien sûr, hein, on ne vous le cachera pas. Je vais laisser la parole à Madame la rapporteure pour une question, s'il vous plaît. Je vais vous dire pourquoi aussi il déstabilise, parce que Montaigu est en Vendée et je suis élue de Vendée. Je ne savais pas, Et je précise que j'ai tous les éléments en main et que la justice gabonaise a fait quelque chose, qu'il y a des accords de coopération antérieure entre la France et le Gabon. Mais malheureusement, quand j'ai essayé de contacter plusieurs fois les autorités pour ramener cela, j'ai reçu une fin de non-recevoir, ce qui est assez troublant et problématique. Ce n'est pas la première fois que je rapporte des faits liés au football notamment et des viols sur mineurs. J'avais également rapporté les viols de M. Yves Jambard, ancien président de la Fédération haïtienne de football, lors de la Coupe du Monde U20 qui s'est déroulée en France, du monde féminin en 2018. Et on m'a dit, non, ce n'est pas notre boulot. Excusez-moi, Qui vous a dit on? Vous dites on. Qui vous a dit? Parce qu'il y avait des policiers qui m'avaient appelé, parce que M. Jambard m'avait attaqué pour diffamation suite aux articles qu'on a fait dans le Guardian. Et j'avais dit, j'en profite vu que je vous ai. J'aimerais vous mettre ça avec les personnes qui sont sur place et tout. Ah non, c'est pas notre boulot. Je dis, mais je fais comment? Oui, mais c'est pas ça le but. Et quand j'ai réessayé, notamment vis-à-vis de la juge, j'ai reçu une fin de non-recevoir. Alors après, peut-être que j'aurais dû refaire un article 40. Le problème étant que je vis dans un milieu qui est tellement criminalisé que je devrais faire des articles 40 tous les jours. Je n'ai pas forcément le temps, mais en effet, je devrais m'y atteler davantage. Mais c'est pour ça que si cette commission peut aider aussi à ce niveau-là et faire la lumière au minimum de tout ce qui s'est passé, vous n'imaginez même pas à quel point vous aurez notre gratitude en parlant de tous ces gens qui ont malheureusement souffert des dirigeants sportifs ici et là. Je vais laisser la parole à Madame la rapporteure. Alors bonjour, déjà merci effectivement pour ce témoignage et en fait qui recoupe aussi pas mal de choses qui nous ont été rapportées sur l'omerta, sur le fait justement qu'il y a très peu de personnes qui osent briser justement cette forme de loi du silence au niveau des fédérations et des clubs, que ce soit d'ailleurs les victimes ou les personnes qui ont connaissance de faits et qui non plus ne les rapportent pas par peur soit de représailles, soit pour d'autres choses. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être quelques questions pour vous. Alors, Monsieur Molina, vous intervenez justement de manière prédominante dans le monde du football, mais pas seulement. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui la situation du football français sur les questions qui nous regardent, à savoir les violences dans le sport, racisme et éthique financière. Et j'aurais d'autres questions pour vous par la suite. Notamment, vous avez fait allusion à des menaces qui pèsent sur vous et qui seraient la raison pour laquelle vous n'êtes pas sur le territoire français aujourd'hui, si j'ai bien compris. Peut-être nous en dire aussi un peu plus à ce niveau-là. Merci. Et si je peux me permettre, je voudrais compléter. Excuse-moi, je voudrais compléter également. Vous avez dit d'ailleurs beaucoup de grands journaux pourraient faire sauter la FFF demain. Ah oui, l'équipe en premier lieu. L'équipe. Il y a des gens très bien à l'équipe. Il y en a d'autres qui font ce qu'aujourd'hui est une manière de faire du journalisme, c'est-à-dire on va protéger telle ou telle source en faisant des règlements de compte, ce qui est un véritable souci. Encore une fois, je ne parle pas de tous les journalistes de l'équipe, mais de certains qui, des fois, font des publi-reportages. Mais ce ne sont pas les seuls, malheureusement. Juste une petite anecdote à ce sujet-là, mais vous avez un très grand quotidien français qui avait, par exemple, bloqué des publications liées à M. El Khalifi. Il s'avère que la personne qui a bloqué a notamment une loge au carré VIP du Parc des Princes. Le lien de cause à effet, je ne saurais trop quoi dire. Le problème, c'est qu'on a mis aujourd'hui, il y a de moins en moins de journalisme et de plus en plus de communication et de règlement de compte. Et ce sont beaucoup d'agences de communication qui vont justement aider à faire certains papiers ou certaines boîtes d'intelligence économique, parce qu'on est dans un milieu où en fait les gens ont tellement de privilèges, la soupe est tellement bonne qu'ils ne veulent surtout pas quitter leur piédestal. Et ce qui est absolument fascinant dans ce milieu, c'est que vous avez énormément de gens qui ont des bilans catastrophiques, mais vu qu'ils parlent et qu'ils balancent ici et là,
et sont relativement protégés par la presse. Et c'est là où je tiens à rendre hommage à, par exemple, tout ce qu'a fait France Télévisions sur le travail de la fédération de gymnastique. Parce qu'en plus, ce n'est pas une fédération très médiatisée, et ça nécessite beaucoup de temps, etc. Un énorme bravo à eux. Et je vois aussi Mediapart, ce qu'il a fait, il faisait du tennis, parce que la rubrique rugby de l'équipe avait fait, il faisait du rugby. Et il y en a plein d'autres, évidemment, hein, ça vient de partout. Et ben, c'est ça qui permet aussi aux politiques, je pense, de se rendre compte qu'on a un véritable problème à ce niveau-là. Et encore, j'oublie, il y avait aussi ce qui était passé, les scandales d'équitation, les scandales liés au sport de glace il y a quelques années. Là, je vais vous parler ensuite des fédérations de sport de combat, où là, je ne sais même pas où commencer. J'ai même dû contacter le conseiller sport de M. Macron, parce qu'à un moment donné, ça me dépassait tellement que je me suis dit, mais où on est? Et maintenant, pour répondre à vos questions, Madame la rapporteuse, dans le milieu du foot, vu qu'il y a énormément d'argent et énormément de pouvoir politique, que ce soit dans les petits clubs et les gros clubs, c'est-à-dire que souvent, il y a des élus qui vont associer une certaine réussite et beaucoup de subventions à un club de football. Officiellement, on va vous dire, mais non, mais c'est pour les jeunes. En réalité, c'est tout pour une équipe première. Prenez l'exemple de Chartres. Par exemple, il y a plus de 1 200 000 de subventions, 4e division française, ce qui est colossal. Cette subvention sert surtout à donner des salaires à des joueurs de football professionnel dans le but que le club monte. Mais officiellement, on va vous dire non, non, c'est pour les jeunes. Donc en fait, il y a toujours ce double discours-là avec cette folie des grandeurs que les présidents ont, c'est-à-dire on veut avoir le club le plus haut possible et ensuite faire des transferts ou que sais-je encore. Donc l'état du football, il est abyssal. Je vais vous donner un exemple tout bête que j'avais donné aux inspecteurs du ministère des Sports. Je vais juste vous donner cet exemple-là qui pourra vous être confirmé très facilement par les gens qui étaient à la Fédération française de foot. Vous avez une personne qui se chargeait de ramener, excusez-moi de parler comme ça, mais des filles de joie, des prostituées à des cadres de la Fédération française de foot. Et quand à un moment donné, cette personne a eu un gros problème, parce qu'il a été exfiltré quand même du Brésil, parce que certains joueurs se sont rendus compte qu'il avait escroqué les familles lors des locations. En fait, les familles des joueurs venaient au Brésil à la Coupe du Monde. Cette personne les aidait à avoir un appartement, mais ils se sont rendus compte qu'ils doublaient le prix. Donc les joueurs se sont rebellés, cette personne a été exfiltrée. Il y a eu soi-disant une enquête en interne, des gens sont venus. Bon, finalement, l'enquête, il n'y en a pas eu. Ce monsieur a récupéré une promotion, on l'a mis pour gérer notamment la Coupe du Monde féminine. Alors, j'ai trouvé ça quand même très ironique que la personne qui ramène notamment les prostituées, on le mette dans le football féminin. Donc, vous voyez, c'est un peu cette dichotomie, ce cynisme, c'est globalement ce qui est ambiant. Je pourrais vous en citer tellement. Le racisme, c'est un problème qui dépasse le football français, qui est international, parce que quand vous avez la FIFA, à l'époque, il y avait une task force contre le racisme. Le nouveau président de la FIFA arrive, Gianni Infantino, sa première mesure, c'est d'enlever ça et de dire publiquement, je suis contre le racisme. Bon. On remarque qu'il y a la posture publique et puis il y a les faits. Or, en matière de violence sexuelle, là, on touche le fond. Et je pense que tout à l'heure, vous avez le responsable de Colosse d'Argile qui pourra vous dire bien plus que moi. Mais je vais juste prendre un exemple avec des faits très concrets. Parce que mes publications ont surtout concerné la pédocriminalité et d'autres abus. Ça peut être harcèlement moral sur jeunes, harcèlement sexuel, etc. On l'avait écrit depuis 2020 dans le New York Times quand même. Ce qui est d'ailleurs, anecdote, la fédération, quand ils ont eu ça, ils ont pris des cabinets de conseil de crise et tout pour faire soi-disant un rapport d'audit qu'ils ont gardé eux-mêmes. Bon. Donc, tous les gens, je vais vous citer des noms. Vous avez eu Madame Roujas, qui était une des responsables à Clairefontaine du pôle féminin, qui, selon les documents que nous avons obtenus et qui ont été publiés dans la presse, a été virée parce que la fédération lui reprochait des relations intimes, notamment avec une mineure. Bon. Elle n'a pas contesté son licenciement à l'époque. Vous avez eu Monsieur San José, responsable éducatif à Clairefontaine. Lui, ils l'ont fait partir suite à des textos assez amoureux quand même quand vous dites « je t'aime » à un gamin de 13 ans, 14 ans, « tu me manques mon vélo, je t'aime, je t'aime, je t'aime » et d'autres attitudes, on dirait un comportement inapproprié. Il a été viré en catimini pour ça. Vous avez eu Madame Gaëlle Dumas, qui a été condamnée là, récemment en premier instant, je pense qu'elle a fait appel, pour harcèlement moral sur des jeunes au pôle espoir de Blagnac, qui appartient à la Fédération française de football. Vous avez eu dans les années 80 l'ancien sélectionneur des filles de l'équipe de France, M. Cochet, qui est décédé, qui avait été dégagé en catimini de l'époque parce qu'en fait, il fallait coucher avec lui si vous voulez jouer. Vous avez eu Mme Loisel qui vient de quitter la Fédération française de foot. Son avocat, évidemment, dit qu'elle n'avait rien fait. Nous avons publié simplement un PV de M. Gérard Prêcheur, aujourd'hui entraîneur de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, qui à l'époque était à Clairefontaine, qui avait expliqué à la police que Mme Loisel faisait ses choix selon l'orientation sexuelle des joueuses. Alors, M. Prêcheur dit aujourd'hui ne plus se souvenir. Il y a le PV en tout cas. C'est quand même bien commode. Vous allez voir les troubles de mémoire, les pertes de mémoire. C'est assez terrible à la Fédération française de foot. Parce que donc, vous avez toutes ces affaires-là. Vous avez également l'affaire Galetti dans l'arbitrage qui envoyait des messages, notamment sur Facebook, en disant qu'il pouvait faire des pipes à des gamins et à des adultes en échange de promotion dans l'arbitrage. Vous avez également le témoignage de M. Nicolas Potier dans le magazine SoFoot,
qui date du mois dernier, qui explique aussi un petit peu tout ça. Et donc, vous avez tous ces gens-là qui ont tous été à un moment donné écartés de la Fédération française de foot, parce que la Fédération française de foot estime qu'ils sont un danger pour leurs licenciés. La question est, comment les clubs amateurs peuvent-ils savoir ce qui s'est passé, vu qu'il n'y a eu aucune communication, que toutes ces personnes ont gardé leur diplôme et leur licence, alors que selon les statuts de la Fédération française de foot, on peut leur enlever, et qu'aujourd'hui, quand vous avez vu ce consensus, c'est-à-dire qui est le rapport de l'inspection générale du ministère des Sports, qui constate un lourd passif en matière de violence sexuelle, je reprends les mots, comment m'expliquez-vous qu'il n'y a eu aucune sanction, que les poursuites qu'il y a eu, on a trouvé une prescription, on s'est trompé de chef d'inculpation, et que tous ces gens-là restent dans le football, retrouvent des postes, gardent leur diplôme, et que la seule personne aujourd'hui qui est attaquée, qui est en danger, pour 3 plaintes, c'est celui qui a dénoncé, c'est-à-dire moi. Donc là, je vais me permettre de prendre le Larousse, qui explique que la mafia, c'est un groupe occulte de personnes qui se soutiennent dans leurs intérêts par toutes sortes de moyens. Et je pense que là, nous avons la définition d'une entreprise mafieuse. Et encore plus grave, parce qu'on parle d'enfants quand même. Hein. Ça n'a pas l'air de les gêner. Alors, si je peux me permettre juste une précision, donc à votre connaissance, et je vous demanderai de confirmer, toutes les personnes citées, que vous venez de citer en tout cas, ne font pas l'objet d'interdiction d'exercer auprès de mineurs. Non. Non. Et ils ont leur diplôme. Et alors, il y a eu notamment un président de ligue, il faudrait que je vous le retrouve. Je vous retrouverai après, je vous donnerai son nom, qui a demandé à la Fédération française de foot, est-ce que certains diplômes pourraient être enlevés? Parce que selon les statuts, c'est possible s'il y a une atteinte à la morale. Et vous avez le directeur juridique de la Fédération française de foot, M. Lapère, qui refuse. Il faut savoir quelque chose sur M. Lapère qui est assez intéressant, je trouve. Ce monsieur a supervisé aussi pour vous montrer l'impunité et qu'il est temps de dire trop c'est trop. Là, on parle d'actes de violence sexuelle, mais je peux vous parler aussi d'élections frauduleuses, sans aucun problème. Si vous êtes suspendu, comment vous pouvez voter? Si vous êtes suspendu, vous ne pouvez pas, mais on est d'accord, ce n'est pas très compliqué. Et il y avait à La Réunion, où d'ailleurs le président de la Ligue depuis 40 ans, M. Etève, le monarque, qui d'ailleurs a un procès bientôt pour harcèlement sexuel dans les cinémas qu'il tient aussi. Et je vous passe ses propos à la fédération, puisqu'il paraît qu'il n'y aurait que des salopes, etc. Où là, on est vraiment dans les violences psychologiques que vous caractérisez. Je tiens à préciser que l'inspection générale du ministère des Sports a tous les documents en main et que selon des mails, ils ont dit que c'était, je ne me rappelle plus, l'équipe avait sorti ça, terrible ou affligeant. Aucune mesure n'a été prise, évidemment, à l'encontre de la Ligue de La Réunion, dont le directeur technique est actuellement incarcéré également pour violence sexuelle. On attendra évidemment l'issue de son procès. Je termine mon histoire. On est en 2017. Monsieur le directeur juridique de la Fédération française de foot arrive à La Réunion et a validé des élections où vous aviez des gens qui étaient suspendus. Donc, quand vous arrivez à valider des élections, vous avez des gens suspendus, c'est ce qu'on appelle une élection frauduleuse. Donc, quand vous en arrivez à truquer des élections pour faire gagner les copains, ils ont fait pareil à la Ligue du Sang d'ailleurs. Quand vous arrivez à mettre sous étau noir toutes ces affaires-là, qui ont mis des années avant de sortir, que vous maintenez tout le monde sous pression, je vous pose la question, est-ce que c'est une fédération française de football ou c'est une fédération française de crime? Que la question, je pense, aujourd'hui, mérite d'être posée, et si cette fédération ne doit pas être considérée comme une organisation de type mafieux. Alors, je me suis permise de faire préciser, parce que je trouve ça extrêmement grave que des personnes qui ont été remerciées pour des faits d'une telle gravité soient encore en contact d'enfants aujourd'hui dans d'autres clubs ou dans d'autres fédérations. J'ai les documents, je peux vous les envoyer. En tout cas, nous, on sera preneurs effectivement de tous les documents que vous pouvez nous transmettre. Et ma question donc sera la suivante. Vous l'avez dit, révélé de nombreux scandales, donc notamment sur la pédocriminalité dans le football. Et alors, selon vous, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les organes de gouvernance mondiale tels que la FIFA ou nationales tels que la FFF de ce sport, donc du foot, est-ce qu'ils sont coupables de négligence en fermant volontairement les yeux? Alors, je vous remercie pour cette question parce que c'est très important d'y remettre dans un processus international. Ce qui se passe en France se passe aussi ailleurs. Au Canada, actuellement, par exemple, il y a beaucoup d'enquêtes justement sur plusieurs sports, notamment liés aux violences sexuelles sur les jeunes, principalement dans la gymnastique et le football. Je tiens également à signaler une chose, c'est qu'en Islande, un viol avait été couvert par la fédération. Tout le comité de direction avait démissionné. Je tiens à signaler qu'en France, personne n'a démissionné pour ces faits-là et que tous ces gens sont toujours en poste. Je dis la seule personne incriminée, c'est moi. C'est quand même assez ironique. Vis-à-vis de la FIFA, vous pouvez retrouver les articles sur Internet. Depuis 2 ans, ils souhaitent développer avec l'ONU un centre international contre les abus, Safe Sport Entity, qui se base notamment sur les enquêtes de Suzy Brack, une journaliste du Guardian, et les nôtres avec Ed Arons au Guardian, notamment sur tout ce que je vais expliquer, les cas haïtiens, gabonais et tout. Pour vous dire, je fais le suivi avec tous ces athlètes haïtiens, gabonais, congolais qui ont un courage magnifique et qui en fait aujourd'hui permettent de libérer la parole dans le monde entier, même en France et ailleurs.
et je tiens à les aider. Le problème étant que la FIFA n'a toujours pas fait ce centre, ça tarde, et vous avez plusieurs ONG comme Human Rights Watch ou le syndicat mondial du joueur, la FIFPro, qui commencent à s'offusquer du temps que ça prend. Alors moi, pour vous donner des exemples concrets, parce que j'ai accompagné cela, j'ai même témoigné devant le tribunal arbitral du sport aussi, il y a déjà une paresse, il n'y a pas beaucoup de moyens humains mis à cette disposition-là, et c'est très politisé en fait. À chaque fois, il y a une ingérence politique, parce que des fois, lui, il vote pour telle personne, donc on va un peu le protéger. Donc en effet, il y a une grande négligence. Ça n'empêche pas que vous avez des très bonnes personnes aussi à la FIFA qui veulent faire avancer les choses. Et juste pour vous donner un exemple, dans le cas de ces terribles affaires haïtiennes, qui, alors là, on parle vraiment d'avortement sur mineurs, des choses abominables dans le centre FIFA, on a quand même écrit, j'ai quand même écrit dans Josimar, que l'ancien président de la FIFA, M. Blatter, avait reçu un cadeau sexuel en arrivant en Haïti, qui était une employée, qu'on a obligé à forcer à coucher avec. M. Blatter n'a jamais attaqué, premièrement. Et deuxième point, la FIFA n'a déclenché aucune procédure. Quand ils ont eu à leur information, puisque j'étais là, ils ne peuvent pas dire que c'est faux, que plusieurs victimes leur ont dit que le vice-président de la Fédération haïtienne faisait prostituer des arbitres pour les donner aux officiels de la FIFA et de la CONCACAF, qui est la Confédération de l'Amérique du Nord et de la Caraïbe. Donc, vous voyez à quel point on est dans une omerta internationale, parce que le problème, c'est que beaucoup ont mangé. Et on va être très honnête, on parlera peut-être des sports de combat tout à l'heure, il y a une dépravation absolument incroyable, et ça pose véritablement question. Donc, ce qui se passe en France, on le retrouve ailleurs. Je tiens quand même à signaler, et je peux vous donner ces documents si vous en avez besoin, la FIFA m'avait tout de même contacté, répondu, parce que j'avais alerté la FIFA, et m'avait demandé des informations liées à 2 personnes de la Fédération française de football soupçonnées d'abus sexuels. Donc, si vous en avez besoin, je vous transmettrai également ces documents-là. Oui, oui, vous pouvez bien sûr nous joindre tous les documents en votre possession si vous le souhaitez. Je vais le faire. J'enchaîne sur les sports de combat ou FFF? FFF, vas-y. Ouais. Alors, j'ai encore quelques questions sur la fédération de football. Peut-être je vous pose les 3 questions en même temps, et puis comme ça, on pourra passer peut-être à la suite. Donc, revenir justement sur l'enquête que vous avez publiée dans le New York Times sur la FFF, évoquant des accusations de responsables en poste ou passé, donc de comportements inappropriés à l'égard du personnel féminin, harcèlement de la part de la directrice générale, et l'existence d'une culture toxique entretenue par des hommes qui emploieraient systématiquement un langage ouvertement sexiste. La première question, c'est quelles ont été les conséquences de cette enquête, et les récents changements à la tête de la FFF sont-ils, selon vous, de nature à corriger ces graves dysfonctionnements? Même question pour votre enquête publiée également dans le New York Times, toujours dans laquelle vous évoquez le cas d'un ancien encadrant, vous l'avez évoqué rapidement, David San José, démis de ses fonctions à plusieurs reprises pour comportements problématiques à l'égard des enfants, donc pesé sans sous-vêtements, SMS inappropriés, invitation à passer la nuit chez lui, mais qui n'a jamais été interdit d'exercer. Et pour votre enquête publiée en septembre dernier, dans laquelle vous dénonciez l'inertie de la FFF, qui aurait couvert des cas d'abus sexuels sur des enfants depuis les années 1980. Et enfin, dans une enquête publiée par Josimar intitulée « 40 ans de silence », vous pointez du doigt la responsabilité de cadres de la FFF dans la non-dénonciation d'agressions sexuelles et d'abus sur mineurs. Noël Legret, donc, mais aussi l'ensemble du COMEX et les directeurs généraux ou simples de directeurs de cette fédération. Enfin, on auditionnera toutes ces personnes, mais tous ces acteurs donc, semblent avoir été en contact de ces informations-là. Pensez-vous que le ministère des Sports, averti à chaque fois de ces cas, a joué son rôle de contrôle? Je vous remercie. Alors, déjà, je ne peux que vous remercier des questions. Vraiment, parce qu'elles sont... Là, vous touchez exactement au but. Alors, premier point, je vais répondre à la dernière là, parce que c'est la plus choquante. Parce que ce que je vais vous envoyer tout à l'heure, ce sont les lettres de licenciement et les constats. Il y a un article 40 fait par M. Le Gret, c'était vis-à-vis de Mme Roujas. Il avait averti le procureur, et finalement, cette dame n'a pas été condamnée pour une affaire de prescription, mais j'imagine que le procureur pourrait être interrogé, puisqu'il avait passé un savon à certaines personnes de la fédération en demandant comment cela avait pu durer autant de temps. Mais elle a toujours gardé, encore une fois, ses diplômes. Il y a une affaire qui est très intéressante, je trouve, quand vous parlez d'harcèlement et tout cela. C'est l'affaire Jackie Fortépole. Jackie Fortépole était un membre de la FFF et président de la Ligue du Centre. Pour que tous les gens comprennent, il faut imaginer que vous avez tous ces présidents, ce sont eux qui vont réélire, notamment le président de la Fédération française de football. Vous avez le même système à la FIFA. Monsieur Fortépole a reçu plusieurs plaintes. Alors, il a été condamné en première instance et en appel, je tiens à le dire, pour harcèlement moral et sexuel. Et quand il y a eu ces plaintes-là, qu'est-ce qu'a fait la Fédération française de foot? Tout le monde a fait des attestations pour dire « Oh non, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien ». C'est-à-dire que, pardonnez-moi mon expression, le copain se fait prendre la main dans le pot de confiture, et là, il y a tous les autres qui vont dire « Oh là là là, on va essayer de le sauver ». Et là, vous avez, parmi les attestations que j'avais publiées, une très curieuse de Mme Brigitte Henriquez,
qui à l'époque était responsable du développement du football féminin à la fédération, qui est devenue vice-présidente de la Fédération française de football, notamment, et ensuite présidente du comité olympique français, dont sa campagne a notamment été assurée par M. Noël Le Graët. Bon. Et il y avait d'autres personnes très importantes, Pierre Samsonov et tout ça. Donc l'enquête se poursuit, et ensuite, et c'est là où je trouve ça assez, au minimum on devrait faire la lumière là-dessus, il y a un PV de gendarmerie, j'imagine que vous pourrez le solliciter, qui est l'audition de Mme Henriquez, qui va, devant les gendarmes, expliquer qu'elle n'a pas été alertée sur des potentiels cas de M. Fortépaule. Or, et l'équipe l'a publié également, par l'intermédiaire de Marc Le Plongeon, et nous avions aussi les preuves dans le New York Times, on ne l'a pas publié finalement, c'est pour une histoire de timing, mais on s'était rendu compte que Mme Henriquez avait été avertie au moins 2 fois du cas de M. Fortépaule. Or, elle a nié cela devant les gendarmes. Aujourd'hui, elle évoque, comme M. Prêcheur, qu'elle ne se souvient pas avoir été contactée. Donc, comme je vous dis, c'est assez fou dans le football. Dès qu'il y a une affaire, on a l'impression que l'amnésie devient assez rapide. Alors, Mme Henriquez, qui m'a adressé quand même 3 plaintes, était patronne du comité olympique français. Mme Henriquez, dans un autre PV de gendarmerie, selon une victime, avait été alertée. Cette victime avait alerté Mme Henriquez. Et Mme Henriquez lui a dit, oui, une enquête en cours, nous, on ne peut rien faire. Et comment ça, vous ne pouvez rien faire? Il y a les statuts de la Fédération française de football. Vous avez viré une personne en estimant qu'elle était dangereuse pour les meilleures joueuses françaises qui sont réunies à Clairefontaine. Mais si vous n'avertissez pas tous les clubs amateurs, comment les clubs amateurs sont censés savoir que cette personne a été virée de Clairefontaine pour des comportements inappropriés avec des mineurs? C'est-à-dire, en fait, on n'enlève pas le problème, on décale le problème, on le laisse dans le football amateur, dont la responsabilité tient de la Fédération française de football. Donc on est au-delà de la négligence. Et tous ces gens sont tenus par l'article 40 d'alerter cela. Pareil, on ne le fait pas. Et dès que, je vous dis, on essaye de rentrer dans ces dossiers, surtout pas. Donc c'est très problématique. Maintenant, vis-à-vis du ministère des Sports. Le ministère des Sports, il y a souvent des signalements. La question, c'est qu'est-ce que fait le ministère des Sports? Alors, évidemment, la ministre actuelle a fait, en plus de son cheval de bataille contre les violences sexistes. Je le comprends, il n'y a pas de problème. Néanmoins, dans les faits, j'ai donné personnellement, et ça, je vais le dire, j'ai donné personnellement aux inspecteurs du ministère des Sports les contacts de certaines victimes. Et là, je le dis haut et fort, ils n'ont pas été contactés. Donc, on en revient, et là, je vais vous donner une anecdote qui, moi, m'a scié. Donc, je suis interrogé par les inspecteurs, M. Bruno Béthune et son équipe, et on parle, etc. Et à un moment donné, on me dit, mais M. Molina, on ne peut pas sanctionner tout le monde. Je dis, comment ça? S'ils sont tous responsables, ah oui, mais on ne peut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous ne pouvez pas ou on ne peut pas? C'est-à-dire, si on fait un audit, on ne peut pas avoir un parti biaisé en disant déjà qu'on ne peut pas sanctionner tout le monde, si on se rend compte que c'est un système. Et dans la discussion, ces gens-là m'ont demandé pendant 10 minutes comment je faisais pour rester dans le milieu du sport, tellement c'était abominable. Au final, qu'est-ce qui est passé avec ça? Et là, c'est le ministère directement, qui a eu un article 40 contre M. Le Graët. Et M. Le Graët, on est d'accord, comme M. Laporte, ça faisait très longtemps qu'ils auraient dû partir. Mais j'ai presque envie de dire qu'on n'est pas allé les chercher sur les vrais dossiers, les très gros dossiers. Alors, il y a des choses, je n'ai pas le dossier, je n'ai pas le contrat en main. Par contre, en off, je pense que vous, si je vous donne, vous pourrez le récupérer. Et là, vous allez voir qu'il y a un gros problème. On n'a pas soulevé les véritables liens. Mais la question est, avec l'histoire du témoignage de Mme Henriquez, alors certes, aujourd'hui, elle dit qu'elle ne se souvient plus. Pourquoi pas? Quand vous voyez qu'aucune personne n'a fait un article 40, quand vous voyez que j'envoie personnellement les contacts de certaines victimes, que j'envoie tous les éléments, et qu'il n'y a aucun article 40 fait là-dessus, quand vous voyez ce qui se passe à la Ligue de la Réunion, qui est une ligue affiliée à la Fédération française de foot, où les employés se font traiter de salopes, et autres, où là aujourd'hui, comme je dis, on a le directeur technique national, qui est un cadre fédéral, qui est incarcéré pour violence sexuelle, on va prendre le procès, et vous avez le président qui est sous enquête pour harcèlement, qui est là depuis 40 ans, qui avait été élu par des élections frauduleuses, que j'envoie les documents, et je peux vous les envoyer, montrant que les élections étaient truquées, et que le directeur juridique était là, il n'y a pas d'article 40, mais on se moque de qui? Donc, et ça en revient à mon véritable propos, qui est le véritable problème du foot, c'est que les organes dits de contrôle ne sont pas indépendants. Et si vous voulez que je vous fasse un petit aparté sur la Ligue de football professionnel et ce qu'on appelle la DNCG, qui est censée contrôler les clubs, alors là aussi, on est soumis à des influences politiques et ce sont des organismes qui ne sont pas indépendants. Et je vais juste terminer ma démonstration sur le football sur 2 choses. En 2015, Loretta Lynch, qui était ministre de la Justice aux États-Unis, avait fait une conférence de presse le 27 mai 2015 expliquant la corruption endémique, systémique et profondément racinée du football à l'étranger et aux États-Unis. Et notamment à travers ce qu'on appelle les droits TV. C'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a la sortie d'argent. Plus de 50 personnes ont été mises en examen aux États-Unis, dans une vingtaine de pays différents. Je vous pose une question. Il y a 2 manières de faire rentrer et sortir l'argent dans le football. C'est les transferts et c'est les droits TV. En France, on n'a aucune commission pour vérifier l'un et l'autre. Donc, c'est l'impunité générale. Et il y a des clubs
sous responsabilité de nos instances, qui sont en train, excusez-moi l'expression, de péricliter, comme le club de Sochaux, qui est très important au niveau social et culturel, également dans le Doubs, qui est en train de mourir, littéralement, et personne n'a mis le petit doigt alors que les gens vivaient sur un train de vie délirant. Tout le monde savait que ça allait couler et les instances n'ont rien dit. Je pourrais parler de ce qui s'est passé à Sedan, je pourrais parler de ce qui s'est passé dans tellement de clubs, Cherbourg et autres. Et ce qu'on est en train de voir, c'est la faillite du football français. Et vous verrez dans un an, ces mêmes personnes iront toquer à la porte des politiques en disant on a besoin d'argent public. Je pense qu'à un moment donné, il est temps de dire non et que les organes de contrôle doivent faire leur boulot et dire non à l'impunité. Est-ce que vous pourriez nous transmettre les différents éléments dont vous avez parlé, entre les noms, les dates et les personnes contactées, s'il vous plaît? Mais non seulement je ferai ça, je vous donnerai les documents et je vous donnerai même les numéros des personnes. Merci. Et je vais même vous donner, je vais lancer une bouteille à la mer qui est importante parce que je n'ai pas le nom de cette personne, mais je connais les gens qui ont la lettre. Une lettre manuscrite avait été faite il y a, je crois, c'est 10-15 ans, par des anciens responsables de Tracfin, expliquant. Cette lettre avait été notamment envoyée à M. Platini, de mémoire. Cette lettre expliquait qu'ils n'avaient pas été saisis par le ministre des Finances, mais qu'ils avaient fait quand même des choses de leur côté pour se rendre compte que les rétrocommissions et les surfacturations étaient devenues un modèle économique et qu'un tiers des présidents de clubs, de Ligue 1, pourraient terminer derrière les verrous si on les laissait travailler. Et moi, je peux vous dire quelque chose. La rétrocommission, on est en 2023 aujourd'hui, est toujours un modèle économique. Et on l'ajoute aujourd'hui à une farandole de personnes qui essaient de se greffer peut-être en plus d'argent. Et quand vous voyez le nombre d'affaires de raquettes, de tentatives de meurtre, d'extorsion, c'est en train d'aller crescendo. Donc il y a un pugilat qui est en train de se préparer et les instances ferment les yeux. On refuse de contrôler les transferts. On refuse de contrôler les sorties d'argent sur les droits TV alors qu'on parle de contrats en centaines et centaines de millions d'euros. Et dans le même temps, juste pour terminer ma parenthèse football, pour vous montrer qu'on a un gros problème, sur les 40 clubs de football professionnel en France, 38 sont déficitaires avant les transferts, c'est-à-dire qu'ils sont en déficit structurel. Les pertes s'estiment à plus de 600 millions l'an passé. Je répète, plus de 600 millions de pertes. L'année d'avant, ça a été encore 640 millions, malgré les aides exceptionnelles de l'État, notamment sur des réductions de charges patronales. Trouvez-moi une autre industrie qui perd autant d'argent, qui bénéficie d'autant d'aides, qui refuse de changer son modèle économique et qui est à peine contrôlée. Mais ils ont dit, c'est pas grave, on va faire un nouveau contrat de droit TV à je ne sais pas combien, à plus d'1 milliard, qui est une hérésie totale, tout le monde vous le dira. Et donc, ce qui fait que dans un an, je vous l'annonce, le foot français professionnel va rentrer en faillite absolue. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire quoi, les présidents de club? Ils vont toquer, c'est soit la trop de finances et les fonds vautours, soit ça va être l'État, c'est-à-dire nous, qui vont devoir payer leur gestion scabreuse. Mais il est temps que tous les gens rendent des comptes, notamment les organes de contrôle. Et ce que je vous dis est facilement trouvable. Vous mettez bilan d'ANCG, vous regardez les bilans économiques, il y a un problème. Des bilans qui ne sont ni transparents et qui posent beaucoup de questions. C'est la porte au laisser-aller à tout faire. Et je ne parle même pas des petits clubs, où là, c'est encore pire. Une dernière question sur le foot. Oui. Alors, petite précision peut-être à apporter. Vous nous avez indiqué que vous aviez transmis le nom de victimes au ministère des Sports. Juste nous préciser. Aux inspecteurs généraux. Voilà. Juste nous préciser sur quel type d'affaires vous avez transmis. Le domaine de l'arbitrage. Sur le domaine de l'arbitrage. D'accord, domaine de l'arbitrage, très bien. Alors, une question. Vous avez fait émerger un scandale autour de Christophe Galtier, l'ex-directeur du PSG, qui lui vaut d'être convoqué devant le tribunal correctionnel aujourd'hui de Nice, le 15 décembre 2023, pour y être jugé de chef d'inculpation de harcèlement moral et de discrimination à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou religion déterminée. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette affaire et est-elle représentative du football français? Et peut-être une question sous-jacente, vous avez, dans un portrait publié par Libération l'année dernière, vous déclariez beaucoup de grands journaux, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais vous déclariez beaucoup de grands journaux pourraient faire sauter la FFF demain, avec les infos qu'ils ont. Oui. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le sortent pas, alors qu'on parle de dossiers liés à la protection de l'enfance. Un jour, je balancerai tous ceux qui ont couvert. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des éléments précis à nous communiquer là-dessus? Je vous remercie. Et moi, je vais carrément... Et là, je pense que... Et c'est pour ça que je vous remercie de faire cette commission. Et là, je vais parler de devoir citoyen. Je vais carrément vous envoyer en privé, ce qu'a l'équipe sur certains dossiers, notamment liés à ça. Et vous allez voir. C'est précis. Hein. C'est pas on m'a dit que. C'est des pages qui n'ont jamais été publiées. Encore une fois, il y a des gens très bien à l'équipe. Hein. Et en disant cela, je me mets au pilori de ma profession. Alors après, je travaille à l'étranger, c'est pas grave. On va me faire passer pour un petit canard, c'est pas grave. Mais à un moment donné, il est temps de parler. Il y a une omerta terrible. Et là, je vais vous donner un autre cas. Je vais vous donner un autre cas. Ça me fait penser, on parle de cette commission d'enquête. Vous avez... Toute la profession est au courant qu'un entraîneur français qui était consultant à beIN Sport a été viré
Manu Militari, très discrètement quand même, hein, lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il avait été accusé par un prêtre d'avoir eu des relations sexuelles avec deux très jeunes Gabonaises, au diocèse de Oyem, exactement. Toute la profession est au courant. Toute. J'ai les mails internes, etc. Et personne n'a dénoncé ce monsieur. Donc pareil, à ce niveau-là, c'est assez terrible. Les deux filles n'ont pas pu être retrouvées, mais j'ai retrouvé le prêtre. Son témoignage est accablant. Toute la profession est au courant, notamment monsieur Vendroux. Son fils était sur place. Et monsieur Vendroux travaille avec cette personne derrière, et quand il sent que l'affaire va sortir, oh là 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 là, non mais c'est pas bien, je le savais. Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi c'est toujours à moi de sortir les dossiers? Et c'est moi après qui me tape les procès, et s'il est là. Donc ce manque de courage abominable de la profession me sidère. Et j'avais perdu votre première question, parce que je me suis emporté là-dessus. Ah non, oui, donc c'est le domaine de l'arbitrage, donc ça, c'est pas de problème, je peux vous transmettre. J'ai d'autres sujets à ce niveau-là, et encore une fois, il y a des gens qui font très bien leur boulot. Hein. Des Alban Traquet, d'Antoine Bourlon, des Rémi Dupré. Il y a des gens très très bien en France. Est-ce qu'ils ont la liberté d'aller jusqu'au bout? Ça, c'est un autre débat. La première question, en fait, concernait Christophe Galtier. Ah, Christophe Galtier. Bah, moi, en fait, si vous voulez, quand j'ai fait mon sujet, j'ai né les deux versions, avec l'échange de mails, etc., et en disant, si cet échange de mails ce qui est avéré, en effet, on a un gros problème. Et de l'autre côté, expliquer, c'était la version donc, du clan Galtier, disons que ce n'était pas vrai. Et de la même manière, ça aurait été très grave de mettre des accusations infondées. Alors après, dans le domaine, on va dire, du racisme, etc., alors c'est de partout, clairement. Moi, j'ai déjà entendu des mecs dire, mais de toute façon, on va recruter du noir. Le noir, ça se vend bien. On a l'impression que c'est la foire aux bestiaux, vous savez. D'ailleurs, il y a quand même un club de 4 millions françaises qui aime bien employer des joueurs sans papier. Ils disent on va te régulariser, on t'aide. Le joueur marque des buts et si ça va pas bien, il le paye plus en disant au pire on dénonce. C'est à peu près les mentalités que vous avez. C'est assez effrayant. Après, il y a un racisme ambiant dans le football. C'est clair, net et précis. Mais le problème aussi, c'est que les joueurs, tout le monde se tait. Parce que les joueurs, excusez-moi, n'ont aucun courage, pour la plupart, parce qu'ils ont tous peur. Oui, mais si je parle, on va me dire si. Mais moi, je me rappellerai toujours d'un joueur qui s'est fait traiter de terroriste parce qu'il a fait la prière. Donc, vous avez ce genre de mentalité, des fois, c'est assez terrible, mais c'est aussi, encore une fois, débridé à la Fédération française de football aussi, où vous avez notamment certains patriarches qui se permettent peut-être des commentaires absolument incroyables. Juste une petite parenthèse aussi, vous avez déjà eu en plein COMEX ou comité de direction à la Fédération du « mets-toi ta gueule !» parce qu'une femme avait osé parler. Laura Georges, pour ne pas la nommer, devant témoin. Le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ils se disent « si on parle, on vous coupe la tête ». Je vais vous donner une petite anecdote, mais plusieurs personnes du comité de la direction de la Fédération française de foot m'ont avoué que dans cette fédération, en fait, il faut avoir un dossier sur l'un ou sur l'autre. Parce que comme ça, on est tranquille. Et des fois, je me disais, mais pourquoi autant d'incompétents restent dans les clubs? J'étais naïf. C'est qu'en fait, on te tient. On a un dossier sur toi. Et ça, moi, je pense que si vous auditionnez certaines personnes, vous allez tomber de votre chaise. C'est volontaire. Donc, ce milieu, avec beaucoup de sujets à connotation raciste, ça existe, très clairement, ça existe. Et alors, le sexisme, là, j'en parle même pas. Là, c'est institutionnalisé. Une femme dans ce milieu, bien souvent, il faut qu'elle soit belle et qu'elle la fasse. Et le pire, c'est que vous n'avez pas de solidarité féminine. À la Fédération française de foot, les femmes entre elles se sont fait la guerre pour celles qui avaient le plus de pouvoir. Ce qui fait que toutes celles qui aiment le foot, ou qui sont là pour bien agir, se font spoiler. Parce que vous avez des luttes des clans. Si tu n'es pas dans un clan, ça ne va pas. Donc, vous avez cette ambiance toxique, délétère. Et malheureusement, aucune sanction n'a été prise. Il n'y a que M. Le Gret qui est parti, qui a démissionné. Madame Ardant aussi, il y avait un conflit d'attente depuis des années. Mais tous les autres, tous les gens qui ont permis ce système-là, pourquoi ils restent en poste? En Islande, je le redis, on est en Union européenne. Un viol couvert, tout le comité de direction a démissionné. En France, personne n'a démissionné. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Dans votre mail de réponse à cette invitation, vous avez indiqué « Je tiens à vous prévenir de la grosse enquête que je publie ces jours sur la Fédération des sports de combat et disciplines associées. » On va résumer. « Les faits et allégations sont tellement graves, système de prostitution implanté auprès des mamans des jeunes combattants. » Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et j'ai les mails. Hein. Et vous avez un tableau avec une la correspondance de mails. Et le tableau Excel. Oui. Mais je vais vous expliquer. En gros, c'est la FFKMD, Fédération de Kickboxing, Muay Thai et Discipline Associée, dont le président, Nadir Alouache, est membre du comité de direction du CNOSF, du Comité olympique français. Il avait été également chef de la délégation
pour la France, pour les Jeux de la Méditerranée à Oran. Donc c'est quelqu'un d'assez important dans le domaine du sport national et international. Dans cette fédération, alors, je ne sais pas par quel méfait on va commencer. On doit publier en début de semaine. Il y avait encore tous les droits de réponse, etc. Alors, je ne vais même pas parler de tous les gens fichés au grand banditisme dans cette fédération, parce que j'en aurai pour demain, avec des casiers judiciaires. Alors, c'est peut-être la fédération de la deuxième chance. Le problème étant que, en fait, tous ces CV-là, on va s'en servir pour impressionner les potentiels opposants. Pour le système de prostitution, ça se passe à Aulnay. C'est très simple. Vous avez un tableau Excel que je peux vous envoyer. Vous avez des couleurs. Vous avez nombre de pipes. 3, 4, etc. Pour ensuite que les jeunes aillent au gala. En fait, ce sont les mamans des jeunes combattants ou combattantes. Elles doivent, pardonnez-moi l'expression, faire des fellations aux responsables et ils ont des appréciations. Il y en a une, elle doit faire ses preuves, une favorable, et vous avez le nombre de pipes encore effectuées pour aller au gala. Le mail qui avait été envoyé à ce monsieur-là était rédigé par une femme qui, en fait, sondait les mamans. Donc, vous avez les noms, vous avez tout, hein, pour voir si elles étaient disponibles ou pas pour faire ça. Et je cite le mail, je vais vous le retrouver tout de suite. Alors, le mail explique exactement 6 juin, le tableau amélioré, avec avis de madame et planning à la semaine. Crois-moi, avec ça, elles vont te la gérer comme personne, ta petite bite. Et vous avez le tableau Excel. Et là, je me suis dit, parce que, excusez-moi, c'est de la prostitution quelque part, c'est qu'on réclame une prestation sexuelle à une maman pour que son jeune puisse faire les galas ou potentiellement intégrer l'équipe de France. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et le pire, vous voulez savoir, c'est que ces gens s'en vantent. Ils s'en vantent. Ils sont fiers d'eux. Mais bon, d'après le président de la fédération actuelle, il est au courant de rien. Écoutez, je tiens à préciser que ce n'est pas lui qui fait ce système-là. C'est une autre personne dont le nom sortira en début de semaine. Et la gravité était tellement forte de tout ça, parce que vous avez quand même, et je vais vous donner l'exemple, et là on va reparler du ministère des Sports, cette fédération a beaucoup de gens issus des autorités, notamment une personne qui s'appelle M. Castello, qui était l'un des plus hauts flics du 93. Alors M. Castello m'a juré ses grands dieux que non, il n'est jamais sorti hors de ses fonctions, c'est le vice-président référent honorabilité. Alors je veux bien croire, M. Castello. Par contre, on va m'expliquer certaines choses qui sont quand même assez troubles. Pourquoi toute la fédération se vante que M. Castello va passer un coup de téléphone? Moi, quand j'ai commencé à enquêter là-dessus, M. Castello m'a immédiatement appelé. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro. Hein. Et tout le monde disait en interne, vous inquiétez pas, le Babtou, donc moi, Castello va s'en occuper. Bon. M. Castello donc, dit qu'il n'a rien fait, pas de problème. Vous avez une personne, Abdelakrim Hadji, je crois, Hadji c'est son surnom, enfin, je vais retrouver son nom, qui a été arrêté pour vol de parfum. Il fait une garde à vue. Ce qui est assez impressionnant dans cette histoire, c'est que non seulement on l'a laissé sortir sans problème, on lui a redonné son sac de parfum volé. Vous avez des papiers qui sortent de la préfecture de Nanterre que j'ai transmis au conseiller sport d'Emmanuel Macron, M. Cyril Morin, et à Mme Fabienne Benoît, où vous avez quelqu'un qui n'est pas français, à qui on va récupérer des papiers. Sauf qu'ils ont un problème pour la sécurité sociale, parce qu'ils l'ont dit une mère qui n'était pas la sienne. Ça, c'est en vente à la fédération de kickboxing, Muay Thai et discipline associée. Je ne parle pas des actes sexuels, des violences sexuelles, harcèlement, chantage sexuel couverts. Il y a même des comités spécialement pour ça. C'est une fédération où alors le livret de compte, c'est absolument, je ne vais même pas faire de commentaire là-dessus, où le système de rétrocommission est aussi institutionnalisé. Là, vous avez des démissions de partout, les gens n'en peuvent plus. Et je vais vous donner 2 éléments concrets, encore une fois, qui se sont passés ces derniers mois, quand j'étais justement l'enquête. Le 26 février 2023, au Palais des Sports de Bondy, à l'occasion du championnat de France K1, vous avez le frère du président de la fédération de FFKMDA, Sofiane Alouache, qui est responsable des équipes de France, qui a agressé physiquement, dans le dos en plus, à l'aide d'un étranglement MMA, un homme, sous présence de son frère, le président, et d'autres personnes qui ont quasiment roué de coups ce monsieur, qui ensuite a été menacé. Je crois qu'une plainte risque de bientôt arriver. Nous avons également le dimanche 22 janvier 2023, au centre omnisport de Beauchamp, un homme âgé qui prenait des photos a été violenté physiquement devant les yeux du président de la FFKMDA qui n'a rien dit. Aucune suite n'a été donnée à cette agression. Dans le même temps, vous avez en juin 2023, pour la finale du championnat de France pro de K1, vous avez M. Gérard Bognaud du SBC Sarcelles qui a porté plainte pour propos injurieux, calomnie, menace de mort et menace pour ma famille, profanée par le président de la fédération, qui a fait une diatribe contre moi, je ne connais pas Gérard Bognaud, en disant c'est toi, etc. Je vais te tuer, toi et ta famille, devant
moult témoins. Cette attitude, qui est quand même, pour un président de fédération minimum, assez problématique, il y a pire que ça. En interne, on se vante, et c'est pour ça que j'ai averti le ministère. En fait, que la boxe thaï, comme vous imaginez, vont beaucoup en Thaïlande. En Thaïlande, on va être très clair, les directeurs techniques nationaux, les cadres fédéraux, passent des soirées très festives, je vais dire. On leur met des filles de joie, etc. Et derrière, on prend des photos. On leur fait du chantage. Un membre du ministère des Sports, selon multiples sources, est tenu parce que les dirigeants de la fédération tiennent de lui une vidéo avec de très jeunes femmes en Thaïlande. Et lui, ce dernier, a imploré les gens, s'il vous plaît, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ce lundi, ce même monsieur a fait un rendez-vous secret avec le président de la fédération suite à nos questions. Je ne crois pas qu'il en avertit d'ailleurs le ministère. Tous les signalements faits depuis des années, et j'ai les signalements, je peux vous les envoyer aussi, qui font relatif de liens avec du trafic d'armes, du trafic de drogue et des tournements, il n'y a jamais eu de suite donnée à cela. Donc, c'est une véritable question. Que fait le ministère des Sports lié au sport, face au sport de combat, puisque ça dépasse en plus la FFKMDA. Vous avez des problèmes dans le taekwondo, vous avez des problèmes dans le karaté, vous avez des problèmes dans le MMA, enfin bref, vous avez des problèmes de partout. À chaque fois, on ne dit rien, on met ça sous le tapis. Mais là, c'est d'une gravité sans nom ce qui se passe dans cette fédération. J'ai même pas de mots. Autre chose, et j'avertis le conseil sport de M. Macron et la ministre des Sports, sans donner les noms des personnes, vous avez 2 autres directeurs techniques nationaux qui sont recherchés en Chine pour viol. C'est quand même très problématique. Ce qui serait intéressant, c'est de nous transmettre donc cette connexion avec le conseiller des sports du président et la ministre des Sports, et également si vous avez des retours. Je vous mets tout le monde. Et je vous mets même une vingtaine de personnes demain pour votre commission, si vous avez besoin. Et avez-vous eu je des pense aujourd'hui, on le courage de se porter partie civile. Excusez-moi. Avez-vous eu des retours? Vous voulez rire? Je ne sais pas si c'est affligeant ou pas, mais bon. Je leur donne un contact. Parce que bon, moi, ma parole, c'est bien beau, mais c'est pas moi qui suis là-dedans. Et ceux qui ont vraiment tout, Madame Bourdet, la personne demandait un rendez-vous physique parce que, justement, il y a trop de craintes du ministère. Ça fait depuis mars, il n'y a toujours pas eu de rendez-vous. Par contre, hier, on m'a recontacté. Je trouve ça très drôle avant mon passage. Et encore, je vais vous dire, de multiples témoins, je sais que Madame Bourdet fait tourner. Par contre, au sein du ministère, on parle de faits quand même très graves. Et c'est pas, on m'a dit que il y a les documents, il y a les gens. Demandez au médical, je vais vous donner une autre anecdote absolument incroyable. Les docteurs, dans cette fédération, on veut les payer en cash parce qu'ils doivent redonner une partie au président. C'était une rétrocommission, encore une fois. Un nouveau délit, mais c'est pas bien grave. Sauf que le monsieur est tellement radin, monsieur Alouache, que tout est regardé. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des économies là-dessus. Je rappelle que dans un gala, une personne a fait un arrêt cardiaque, mais vu qu'il y avait un manque de soins médicaux, cette personne est morte. Donc c'est-à-dire qu'on va attendre combien de temps jusqu'à cette fédération, dont je rappelle le président est au sommet du sport français, continue de faire cela. On va attendre jusqu'à quand? Vous savez qu'ils ont pris quelqu'un qui s'appelle M. Stambouli à la fédération pour gérer mon cas, j'ai les messages. C'est beau quand même. Donc je me pose des questions et je tiens aussi à signaler autre chose. Ils sont associés avec Mme Pécresse. Alors, pas de problème. Pourquoi le problème? Il y a quand même un problème. Je pense que Mme Pécresse n'est pas au courant de tout ça, notamment par l'intermédiaire de M. Karam. Et ils ont fait quand même une journée spéciale au nom, en gros, que les femmes doivent dire non, etc. Ce qui est quand même ironique, parce que dans cette fédération, le droit de cuissage, il a été institutionnalisé. Et quand vous refusez, vous avez des représailles pour vous ou votre partenaire. Ça, pareil, les gens, il n'y aura pas de problème pour témoigner. Je ne vous parle pas des partous organisés par les dirigeants, qui, quand ils vont en Algérie, à Oran, ouvrent les chambres, il y a un cabaret à côté, c'est prostitution à gogo. En Azerbaïdjan, prostitution à gogo. Et en Thaïlande, prostitution à gogo. Cette fédération, si elle n'a pas de pute, elle ne peut pas fonctionner. On en est là clairement. Et ils font chanter les gens qui arrivent en les faisant boire, etc. Ils ont même envoyé des photos compromettantes à la femme d'un de leurs hommes de main en Thaïlande. Mais on en est dans la... Excusez-moi de parler comme ça, là on est dans la criminalité. Alors eux, ils me disent, on n'est pas au courant, c'est l'ancienne direction, etc. Et là, je pense qu'il est aussi, si je me permets, je sais que la commission d'enquête parlementaire peut déclencher aussi un article 40. Moi, j'ai tous les éléments. Et quand j'ai contacté donc M. Morin et Mme Bourdet, on m'a juste dit oui, on sait que c'est sale, etc. Et tout. Vous faites quoi? Mais vous faites quoi? Et c'est moi aujourd'hui qui vais me retrouver dans la merde, qui suis menacé.
Et en disant ça, je vais encore m'exposer à que sais-je encore. Et pour terminer avec Mme Pécresse, juste un point, les fédérations doivent rester apolitiques. Or, vous pouvez regarder que sur les réseaux sociaux de cette fédération-là, on demandait aux membres de soutenir Mme Pécresse, parce qu'en échange, il y avait des subventions aussi, donc bon, notamment à l'intérieur de M. Karam, alors que les fédérations doivent rester apolitiques. Et je tiens à préciser que le président de la FFKMDA, M. Nadir Alouache, appelait personnellement certaines personnes en leur demandant de venir au meeting de Valérie Pécresse pour la soutenir, etc. Et tout. On peut également se poser une question de conflit d'intérêts, sachant que les fédérations doivent rester apolitiques. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur les paris truqués. Est-ce un sujet dont nous devrions, selon vous, nous emparer au cours de cette commission d'enquête? Ah oui. En fait, il y a beaucoup de problèmes et je pense que je ne sais pas si vous pourrez les solliciter, mais il y a un truc qui s'appelle GLMS, qui est en fait un organe de contrôle au niveau européen. Et je sais qu'il y a quelques années, ils avaient eu une alerte rouge. Alors, alerte rouge, pour eux, ça veut dire que c'est truqué forcément, selon les algorithmes, pour des raisons de paris. Vous pouvez et ça concernait un match de Ligue 1. S'il vous plaît, vous pouvez nous reciter GLMS? GLMS, je vous le redonnerai après. C'est à Copenhague, de mémoire. D'accord. En fait, donc si vous nous transmettrez tout ça par mail? Et par mail, par téléphone, tout ce que vous voulez. D'accord. Et je vous donnerai aussi les gens qui sont là-bas. Donc, si vous voulez, vous avez plusieurs organes de contrôle au niveau international. Vous avez Sport Radar, GLMS et tout ça, qui sont employés eux-mêmes par les grandes fédérations. Donc, c'est-à-dire que globalement, c'est le contrôle contrôlé. C'est-à-dire, on ne va pas non plus dire qu'il y a trop de matchs truqués. En France, j'ai juste un cas marrant pour M. Le Graët. M. Le Graët a été appelé il y a quelques années pour un match truqué qui se passait en 3e division française. Il a répondu oui, on s'en occupe. Ils n'ont rien fait. C'était juste avant l'Euro de France. Donc, encore une fois, un autre dossier, il ne faut surtout pas en parler. Et donc, cette loterie GLMS, comme je vous parlais, avait, selon ses algorithmes, il y a plusieurs types d'alertes. Vous avez des alertes jaunes, oranges. Il y avait un match de Ligue 1 qui est en alerte rouge. Ça veut dire qu'ils sont sûrs, selon leurs algorithmes et l'intelligence artificielle, que c'est truqué pour des raisons de paris. Donc, il y a des matchs truqués, bien évidemment. Encore une fois, on ne fait pas trop le boulot, même si vous avez des gens, je pense notamment au directeur d'intégrité de l'enseignement, ce qu'on appelait l'Argel, M. Segalem, qui fait de son mieux pour mettre des alertes, etc. Et la France a été pionnière sur certaines choses, notamment pour arrêter certains paris sur le sol français de matchs truqués à l'étranger. On remarque néanmoins qu'il y a une complaisance et un manque d'envie des institutions internationales à poursuivre réellement les matchs truqués, qui peuvent évidemment se passer sur le sol français. Après, sur qu'est-ce que font les fédérations sportives contre les matchs truqués? Pas grand-chose. Mais des gens essayent de faire du boulot. Monsieur Segalem en est l'exemple. Corentin de son prénom. Et vous êtes où? Vous êtes caché quelque part? Non, je suis en Andalousie. Non, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question, bien sûr. Là, les gens du KIC, je sais. De quoi? Vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. Je voulais juste savoir si vous étiez quelque part et que vous ne souhaitiez pas le dire, c'est tout. Non, tout le monde sait que je suis en Andalousie, ça va, je suis très bien, mais c'est vrai que mon avocat, M. Mokhtar Abdenouri, portera bientôt, avec tous les éléments qu'on a, des éléments factuels et concrets, des menaces de mort et des tentatives même d'intenter à ma vie faites par un des dirigeants du foot français. Ouais. Et alors, je tiens d'ailleurs à préciser que certaines autorités françaises ont ces éléments en main depuis un moment, parce qu'il s'agit de messages écrits, notamment très clairs avec mon numéro de téléphone, et que, si je ne dis pas de bêtises, cette personne était prête à offrir $1 million pour me flinguer. Ce qui est quand même assez préoccupant, c'est que certaines autorités françaises, je ne sais pas quel service de police a ça, ne m'a pas averti. Mais je ne suis pas tellement surpris parce qu'il y a une compromission de certains services des autorités avec des dirigeants de sport, notamment du football. Et si je prends l'exemple du Paris Saint-Germain, là, je pense qu'on peut par contre prendre peur de la compromission de certains services du ministère de l'Intérieur. Je pense notamment à la BRB de Versailles, au STUP, à la police aux frontières, et également, attendez, je vais vous donner ce nom-là, parce que j'avais noté quand même, parce que ça, et la PJ du 36. C'est assez incroyable de voir que pour des cartes de séjour, pour des points de permis, pour des escortes policières, donc des faveurs, on va dire, particulières, en fait, ce que je vous dis là est conscient des procès-verbaux, contre des places de match, des places VIP ou des maillots, certains policiers, ou mettez le terme que vous plaira, rendent ce genre de service. Alors j'ai cru comprendre que c'était du trafic d'influence. Mais bon. Et certaines affaires ne sortent jamais. Et je vais vous en donner une, je vais en profiter parce que l'affaire est tellement grave là encore qu'elle me choque. Je tiens à dire que certains services, évidemment la DGSI est au courant parce qu'ils ont les données, et certains services du ministère de l'Intérieur, je n'ai pas le service exact qui a ça en main, mais ce que je vais vous dire est très clair, et non seulement je vais vous le donner, mais en plus j'ai les documents.
Et ça, je vais vous les transmettre après. J'ai tout en main des beaux documents du Qatar. Nous avons M. Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, à l'époque, avec son frère, M. Khaled El Khelaifi, sont propriétaires d'une société qui s'appelle Oryx, une société qatari, qui a passé un deal avec une société qui s'appelle Sphinx Group Manpower Provider Inc., basée à Manilla, aux Philippines. Donc, je vous enverrai le contrat sans problème. En gros, ce qu'il s'agit, c'est très simple. Et là, on ne va pas parler de clubisme ou de club de foot. Non, là, on va parler de vie humaine, de dignité humaine, qui se passe sur le sol français. Vous avez des domestiques philippins et philippines qui, donc, par l'intermédiaire de la société Oryx, sont ensuite disséminés ici et là, notamment dans les pays du Golfe. Comme vous pouvez le savoir, je pense que vous savez ce qui se passe un peu au Qatar et tout à ce niveau-là. Sauf que M. El Khelaifi a également des domestiques de maison, femmes de ménage et tout ça, il n'y a pas de problème, en Angleterre, dans un de ces logements, également en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là sont ramenés sur des visas de tourisme. 3 mois. Leurs passeports sont immédiatement mis dans un coffre à l'hôtel Intercontinental par l'un des intendants de M. El Khelaifi, Karam notamment. Donc, toutes ces femmes philippines n'ont plus de papier en France. Elles sont livrées à elles-mêmes. Elles ont le droit à tout, à une bouteille de champagne par mois, je crois un appel par semaine. Elles vivent dans des conditions qui dépassent l'entendement. Ces femmes-là sont depuis des années en France. Comment m'expliquez-vous que ces femmes-là, qui travaillent pour l'un des hommes les plus influents du monde, dans le milieu sportif, normalement, elles s'attendent à avoir un certain traitement? Pourquoi elles se ont fui? Pourquoi elles ont fui les maisons? Pourquoi elles ont été battues par certaines personnes? Pourquoi elles ont été violentées sexuellement par un membre de sa famille? Pourquoi les autorités françaises qui ont tous les messages en main depuis plus de 2 ans n'ont pas ouvert d'enquête? J'ai donc alerté personnellement Minky Warden, ancienne membre du département de justice américain, qui travaille Human Rights Watch, et la division de trafic humain du département de justice américain, qui m'a dit, mais on a un problème là quand même. Je ne sais pas quelle est la loi française à ce niveau-là, mais, et là je vous saisis réellement, quel est le destin de ces femmes qui, je le redis, ont été maltraitées, qui ont fui. Certaines sont encore sur le sol français, terrorisées. Et je rappelle les noms des sociétés. Et là, ça me pose beaucoup de questions, et c'est pourquoi je parlais de la compromission de certains services du ministère de l'Intérieur, qui sont au courant depuis plus de 2 ans, qui ont les messages, qui ont tout. Et je vais terminer mon allocution là-dessus, et je vais vous envoyer ce procès-verbal, qui est une scène que je n'ai jamais vue. Il y a une photo qui a été envoyée d'une femme philippine, ensanglantée. Pourquoi les autorités n'ouvrent pas d'enquête sur qu'est-ce qui est advenu de cette personne? Alors, je ne sais pas ce qui est advenu de cette personne. Mais dans la logique, M. El Khelaifi et tous les gens autour de lui, toute la voyoucratie, doivent faire la lumière sur le sort de ces personnes. Et là, on ne parle pas de football, on ne parle pas de sport, on parle de dignité humaine. Le problème étant, c'est que plus vous êtes important dans le milieu du sport, plus vous bénéficiez d'accès, qu'il soit politique, médiatique ou autre. Mais là, il est peut-être temps de dire stop. J'ai vu que le juge Tournaire fait le travail sur certains points, mais ça, je parle vraiment de dignité humaine. Ces éléments-là sont là. Hein. Il y a les passeports, il y a tout. En disant cela, je m'expose à beaucoup de merde. Mais maintenant, il y a 2 choix. Vous m'avez juré de dire la vérité, premièrement, ce que j'ai toujours fait. Pas parce que je parle aujourd'hui à des députés ou que je parle à une audience, c'est la même chose. Et il est de nos devoirs aujourd'hui de protéger la dignité humaine. Ces femmes-là sont sur le territoire français, aujourd'hui, sans papier, sans rien, à la merci de certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'on est puissant, qu'on est dans le football ou que sais-je, qu'on doit se permettre de faire ce genre de choses. Et ça, j'ai envie de vomir quand j'en parle. Parce que c'est anormal que la France, que les autorités ont récupéré ces données-là et n'en ont rien fait depuis 2 ans. C'est complètement anormal. Et en tant que citoyen français, ça me donne envie de vomir. Pardonnez mon emportement. Mais là, j'estime qu'il est légitime. Alors justement, une question au sujet que vous venez d'évoquer sur les faveurs qu'il y aurait entre certains policiers et des clubs comme le PSG. Selon vous, est-ce que le ministère des Sports est au courant des liens des clubs pro, dont le PSG par exemple, pour lesquels des policiers rendent des services officieux? Et selon vos informations, est-ce que le ministère de l'Intérieur ou des Sports ont sévi s'ils ont eu accès à ces informations, en tout cas s'ils ont été informés de ces services qui auraient été rendus? En fait, si vous voulez, il y a 2 ans et demi, à la sortie d'un livre d'Alex Jordanov autour de la DGSI, il y a eu plusieurs perquisitions, etc. Et dans ces perquisitions-là, ils ont récupéré des données liées
Paris Saint-Germain, qui est l'affaire de Taïeb El Amram, qui aujourd'hui, bientôt va être jugé donc, pour des faits de séquestration, torture au Qatar, etc. On a fait sortir que cette affaire serait une affaire de chantage à la secte sur M. El Khelaifi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toutes les conversations de M. El Khelaifi et des autres personnes qui ont été saisies par les autorités, qui étaient là-dedans. Il y a des choses assez troublantes. Premièrement. Deuxième point, un autre téléphone avait été saisi. C'est le téléphone de l'ancien responsable de la communication du Paris Saint-Germain et de M. Nasser El Khelaifi, de M. Jean-Martial Rey. Ben, je pense que l'extraction des données sur les procès-verbaux, si vous les sollicitez, vous les consultez, tout ce que je vous ai dit, ben, vous verrez. Pour les points de permis, les cartes de séjour, les ci, les là. Donc, on ne peut pas me dire qu'on n'était pas au courant. Le ministère des Sports, je ne sais pas s'il est au courant. Après, ce que je vous dis pour le Paris Saint-Germain marche aussi pour d'autres clubs. Il y a des clubs à niveau beaucoup plus bas. On arrive toujours un peu à s'entendre pour que les affaires ne sortent pas. Moi, des fois, je reçois d'employés des fichiers mais complets, mais c'est perte fond là, en la dignité humaine. Maintenant, vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, écoutez, je vous ai donné, vous pouvez solliciter ça. Ce téléphone-là qui avait été pris, les conversations sont claires, nettes et précises. Donc, je pense que vous avez tous les éléments. Ce que je dis, je l'assume complètement parce que je sais que c'est sous procès-verbal. En fait, je vous pose cette question parce qu'il me semble qu'il y avait eu des éléments qui étaient sortis notamment dans Mediapart. Et je trouve étonnant que le ministère des Sports ne se soit pas saisi de ces informations puisqu'elles ont été sorties, y compris dans la presse. Il y a beaucoup de choses qui me surprennent du ministère des Sports. Parce qu'à chaque fois, on va s'attaquer à une personne en particulier, M. Le Gret, M. Laporte ou que sais-je. Mais je vais en donner une autre parce que l'info que je vais vous donner vient du ministère des Sports. Au ministère, on raconte une histoire qu'un président de fédération qui est membre du comité olympique français est interdit de territoire au Maroc pour une affaire de viol. Alors, tous les journalistes quasiment sont au courant, mais on n'arrive pas à avoir le papier. Mais je pense que vous pouvez le solliciter. Et savoir pourquoi il y a des gens du ministère qui sont au courant de ça et qui ne font rien. Je rappelle qu'on organise Paris organise les Jeux Olympiques dans un an quand même. Donc, on va organiser les Jeux Olympiques avec un membre du CNOSF qui ne peut pas mettre les pieds au Maroc parce que s'est fait choper pour viol. Et j'ai même un doute, c'est pas sur mineur. Il y a aussi une affaire d'harcèlement faite dans sa fédération, mais ils ont tout bloqué pour pas que ça sorte. Et le ministère est parfaitement au courant. Mais il ne faut rien dire. Et comme madame, j'ai beaucoup de respect pour la ministre, attention, hein, elle fait un combat contre les violences féminines, etc. Et on accueille au ministère Fernand Lopez, l'autoproclamé patron du MMA français, qui a été condamné parce qu'il a fait un étranglement à la mère de sa fille et qu'il l'a battu au visage. Il y a des choses en fait qui ne cadrent pas. En fait. Soit on ne veut pas voir, soit on ne veut pas savoir. Mais moi, ce que j'en dis, c'est qu'à un moment donné, il va falloir réformer le ministère des Sports et tous les organes de contrôle. Parce qu'en fait, on regarde qu'il n'y a pas de contrôle. Des fois, je me demande à quoi sert un ministère, avec tout le respect que j'ai pour lui. À part pour parader dans les bonnes occasions. Alors, en fait, toutes ces affaires sont... Enfin, c'est extrêmement grave. Hein. Je pense que tout le monde est assez... en tout cas, moi, je suis assez sidérée de tout ce qu'on entend aujourd'hui par rapport à ce que vous nous dites. Et la tâche, elle semble vraiment colossale en réalité quand on s'attaque justement au dysfonctionnement qui existe aujourd'hui dans ce mouvement sportif tel que vous nous le décrivez. Selon vous, même si je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais par quel bout il faudrait commencer à s'attaquer aux choses parce qu'il y a beaucoup de choses en réalité. Il y a l'aspect financier, vous l'avez dit, il y a l'aspect violence sexuelle et sexiste, il y a le racisme, il y a énormément de faits. Donc par quel bout on peut prendre aujourd'hui les choses pour essayer d'avancer et de faire en sorte finalement que ce sport aille dans le bon sens, ou en tout cas qu'il y ait des déclenchements d'article 40, des plaintes, des instructions qui soient menées jusqu'au bout, et surtout qu'on écarte les personnes, ou en tout cas qui commettent des violences, des prédateurs et d'autres personnes qui sont susceptibles aujourd'hui de nuire à ce mouvement sportif. Déjà, je pense que c'est un très bon début avec cette commission. Parce que c'est rare qu'on arrive déjà à voir cela. Donc déjà, félicitations pour tout cela. Deuxième point, alors on ne pourra pas tout régler évidemment, et je n'ai pas de baguette magique. Néanmoins, il y a des choses importantes. C'est d'avoir des commissions réellement indépendantes. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez la DNCG pour le foot, le basket, etc., qui sont censés contrôler les comptes des clubs. Alors, la DNCG au basket, c'est un peu une blague d'ailleurs. Je ne sais pas, à chaque fois, ils vont laisser les gens sans argent participer. C'est un peu un mystère. Juste une petite anecdote, hein, vous avez aussi, en parlant de fraude fiscale et le manque à gagner pour l'État. Si je vous dis que, par exemple, une loi qui a statué, c'est le droit à l'image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on fait pour payer les gens dans le sport? On met une partie du salaire fixe, admettons que vous gagnez 10 000 euros. On va vous déclarer 2 000 euros normalement et le reste, on va vous payer à travers le droit à l'image, à travers une compagnie à l'étranger pour ne pas payer autant de taxes. Parce qu'en fait, on n'a pas résolu le problème dans la loi française sur le pourcentage de droit à l'image.
Le problème, c'est que vous avez notamment l'Asvel, un grand club de basket, géré par M. Tony Parker, qui avait fait ce stratagème-là sur certains de ses joueurs. Ils ont été suite après que j'ai sorti ça, ils ont été très, très, très sanctionnés très légèrement par la Ligue, d'un match perdu. Par contre, la Ligue n'a jamais fait d'article 40. Alors qu'au final, c'est tant de manque qui est gagné pour l'État français également. Et ça, même dans 4e division de foot français à Hyères, dans le club de Hyères, on a des joueurs payés en droit d'image. Alors, je ne savais pas qu'il y avait le droit d'image pour les joueurs à la 4e division française. C'est quand même assez ironique. Je ne vous parle pas de toutes les fraudes au kilomètre, aux emplois jeunes. Enfin bref, je pourrais vous en faire une liste absolument abominable. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est déjà comprendre, et là, je vais me réagir en termes européens minimum. À un moment donné, il va falloir se poser le débat de comment ces fédérations sportives ont été criminalisées et de quelle est la réponse qu'on doit apporter. Je tiens également à signaler que Europol et Interpol ont quand même fait quelques opérations en République tchèque, à Chypre, notamment autour des matchs truqués et de nombreuses arrestations liées à des groupes mafieux. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire une police européenne spécialement dédiée au sport avec des magistrats formés là-dessus. À ce niveau-là, il va falloir alerter parce que je me rappelle que certains commandants de police disaient « mais on n'y comprend pas ». Parce que quand on n'a pas les us et les coutumes de ce milieu-là, malheureusement, je baigne là-dedans depuis 12 ans, donc je suis habitué un peu aux horreurs. Donc maintenant, j'arrive à faire le distinguo. Donc, des commissions réellement indépendantes et que politiquement, on mette en place déjà une commission pour tous les rachats de clubs professionnels parce qu'il y a énormément de margoulins en plus qui arrivent. Je tiens à rappeler quand même que ça a des conséquences parfois funestes et tragiques. Je rappelle que le rachat avorté du club de Béziers, je crois que c'était en rugby, a provoqué la mort et le suicide de M. Dominici. On parle aussi de vie humaine. Donc déjà, il faudra une commission spécialement là-dessus parce qu'on n'est pas à l'abri que de l'argent sale rentre dans les clubs de sport en France. Juste pour vous en donner une, la justice américaine enquête actuellement sur un groupe qui détient un club de foot en France pour des histoires de trafic de drogue. Donc si ça va au bout, on s'apercevra peut-être qu'on a mis de l'argent en France issu du trafic de drogue dans le football. Je tiens d'ailleurs à vous signaler une citation également que je voulais vous citer d'un ancien juge français, je vais vous citer, qui s'appelle M. Éric Alphen, je vais peut-être mal le dire, qui avait dit en 2016 « Les filières bancaires utilisées dans la corruption du BTP, le trafic d'armes ou de stupéfiants étaient aussi employées dans bon nombre de transferts sportifs, avec des filières en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Allemagne, en Autriche, et évidemment dans certains paradis fiscaux, on y retrouvait les mêmes personnes. » Donc je trouve que c'est très intéressant aussi de voir un ancien juge français évoquer cela publiquement. Il n'a pas dit plus, mais j'imagine que ça pourrait être assez intéressant de détailler. Donc, c'est des commissions complètement indépendantes et c'est de, j'imagine, réformer le rôle du ministère des Sports, qui a un rôle, malheureusement, pas de parader dans les grandes occasions, mais de contrôle, notamment pour la protection des jeunes, la protection de tous les sportifs. Et ensuite, c'est dire non à l'impunité. Aujourd'hui, on est beaucoup trop laxiste. Et c'est pour ça, c'est comme un enfant. Moi, j'en ai pas, mais j'imagine que tous ceux qui ont un enfant, si on le laisse tout faire, il ne voit pas de limites. Mais quand on lui met des limites, il comprend. Le problème, là, aujourd'hui, c'est que vous avez... je vous ai expliqué. Élection, on fraude, c'est pas grave. Abus sexuels sur mineurs, on ne dit rien, c'est pas grave. On ne fait pas de contrôle, etc. Mais c'est quoi la prochaine étape? Donc, c'est comme un enfant, il faut apprendre à dire non. Et dans le même temps, c'est aussi un peu la difficulté, mais j'imagine que c'est tout l'État français qui a ça, qui accueille désormais une partie des bureaux de la FIFA, par exemple, l'hôtel de la Marine, où d'ailleurs la FIFA cherche à négocier un deal actuellement pour ne pas payer trop d'impôts, c'est encore autre chose. Ce serait intéressant d'engager le dialogue avec les fédérations également internationales pour éviter cela, parce qu'actuellement, comme je vous le répète, un grand centre international, Safe Sport Entity, essaye de voir le jour contre les abus dans le sport. Donc c'est peut-être aussi la place de la France. C'est bien beau d'organiser des événements, mais c'est peut-être mieux de s'occuper de l'état de notre sport et du sport européen, et pourquoi pas être pionnier afin de le rendre un peu plus propre. On ne pourra pas garantir tout, mais moi je connais des gens, laissez-moi gérer certains trucs, je peux vous dire qu'il y en a certains, ils iront là où je pense. Parce qu'après, ce n'est pas moi qui suis juge, mais au moins que les juges puissent juger avec des vrais dossiers. Une question de Fabienne Colvoc. Bonjour, merci beaucoup pour ces témoignages un peu bouleversants. Et effectivement, moi je voulais savoir un petit peu par rapport aux élections du mode des présidents de fédération. Ça a changé depuis peu. Maintenant, il y a 50% des clubs qui peuvent voter pour le président, alors que je sais que c'est demandé pour la fédération de foot à ce qu'il y ait beaucoup plus. Est-ce que vous pensez que ça peut être une des solutions pour sortir de l'entre-soi et pour que les clubs en territoire peuvent avoir leur mot et justement peut-être moins de pression, moins d'incitation peut-être à voter une personne. Voilà, je sais que ça reste une petite mesure, mais comme je sais que ça fait beaucoup de combats sur la FFF, notamment au niveau de la FFF.
c'est très important parce que, comme vous avez dit, vous avez donné le mot magique, c'est l'entre-soi. Je me rappelle quand même, comme je vous l'avais dit, il y a quelqu'un quand même qui m'avait sorti un jour, vous savez, indépendant, ça fait peur. Je dis pourquoi? Il dit indépendant, on ne peut pas contrôler. Donc ça, c'est pour montrer la mentalité, et c'est pareil pour le système d'élection. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à contrôler et à garder en fait les mêmes personnes. En fait, la Fédération France Foot, comment elle marchait? Les gens qui votaient pour le président, ils étaient toujours dans tous les voyages en fait. Dès que l'équipe de France jouait, on les emmenait, Petit Four et compagnie, hôtel 5 étoiles. Bon. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a personne qui va contrôler ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire une autorité au-dessus, qui est juste, normalement, ça devrait être le ministère, j'imagine, qui est censé contrôler tout ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un problème sur une élection, boum, on agit. Alors c'est vrai, c'est peut-être des moyens humains, mais quand je vois le nombre de signalements, le nombre de personnes bien intentionnées qu'il y a en France, comment on n'y arrive pas, ça me paraît sidérant. Et en effet, changer le mode de scrutin est nécessaire. Et là, justement, il y a encore des bisbilles un peu en interne, mais c'est une première étape. Alors après, laissons ce nouveau président, Philippe Diallo, de faire ce qu'il a à faire, mais il y a aussi beaucoup d'influence. Et c'est pareil pour la Ligue de football professionnel, c'est là où il y a l'argent aussi, hein, où M. Labrune a été, et donc qui est président, a été élu par son cercle de fidèles, qui décide ensuite de sa rémunération. Bon, il y aurait beaucoup à dire à ce niveau-là, et d'ailleurs, le train de vie délirant de la Ligue de football professionnel qui a racheté un immeuble 120 ou 140 millions, alors que l'immeuble en valait 50 il y a 3 ans auparavant. Je ne savais pas que l'immobilier avait autant monté à Paris. Mais bon, ça doit être encore... ça pose quand même beaucoup de questions. On dépense plein d'argent de partout. Alors qu'on dit à tous les autres, non, on est en récession, il faut faire attention dans le sport, mais la Ligue de football professionnel, elle dépense. En veux-tu, en voilà. J'ai l'impression que ces gens-là sont sur un autre monde. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vas-y. Écoutez, moi, je n'ai pas forcément de questions, mais je tenais à vous remercier parce que j'imagine que ce n'était pas si évident que ça de témoigner aujourd'hui au niveau de cette commission d'enquête, au vu des éléments que vous nous transmettez aujourd'hui et effectivement des suites possibles en fait suite à cette audition. J'avais posé une question au début sur les menaces dont vous faisiez état, donc vous avez précisé les choses effectivement. Donc j'espère que ça n'ira pas plus loin. Là, en tout cas, doubler, voilà, on verra comment ça se passe pour la suite. Moi, je voulais juste vous dire que déjà, bravo pour le travail que vous avez réalisé depuis de nombreuses années, parce que je pense que les enquêtes que vous avez publiées, notamment dans le New York Times, ont permis de mettre en lumière des choses extrêmement graves, notamment au niveau de la FFF, et qui ont peut-être permis de faire avancer certaines choses, même si on voit bien l'omerta qui règne encore dans ce mouvement sportif. Et aussi vous dire que peut-être, on verra en fonction des auditions, mais vous allez nous transmettre des noms de personnes, je suppose, et des infos et des documents. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous ressolliciter, peut-être, vous ressolliciter pour une deuxième audition, peut-être, pour préciser certaines choses suite à d'autres personnes qu'on aura reçues. En tout cas, voilà, merci pour le travail et le témoignage. Je vous remercie. Je vais vous envoyer documents, contacts, et tout le reste. Et je fais faire ça dans la journée. Je vous remercie déjà pour le temps que vous prenez à ce niveau. Et même quand j'ai fait mon introduction sur ce tournoi de Montaigu et tous ces jeunes Gabonais, parce que je fais le suivi. Il y a des gens, moi je m'en fous de mon nom, j'en ai rien à cirer. Excusez-moi de parler un peu vulgairement, mais il y en a beaucoup qui agissent par argent, pour l'image, etc. Je sais qu'en parlant comme là j'ai parlé, je m'expose à énormément de risques. Moi et mes proches, très clairement. Parce qu'on a un milieu qui a été criminalisé depuis très longtemps. Et malheureusement, il y a certaines personnes en France qui ne disent rien, alors que certains citoyens français sont mis en danger sciemment par certaines personnes, ce qui est assez révoltant. Mais il est nécessaire aujourd'hui. Si on dit rien, je pense qu'on vit une seule fois, autant en profiter jusqu'au bout, autant avoir le courage de nos actes et de nos causes. Donc je vais tout vous donner, et je vous remercie également de m'avoir laissé parler de Montaigu, de tous ces jeunes Gabonais, parce que comme je dis, je fais le suivi, que ce soit pour en Haïti, etc. Et tout. Et juste terminer par cette anecdote qui est assez parlante. J'ai fait des dossiers à travers le monde entier, jusqu'en Mongolie, Zambie, Zimbabwe, Sierra Leone, Colombie, etc. Le dossier où j'ai eu le plus de problèmes, ça a été la France. Alors pourtant, la situation sécuritaire de la France n'est pas comparable à celle d'Haïti ou du Gabon, où vous avez des gens très costauds qui peuvent mettre des pressions. J'ai jamais vu autant d'omerta qu'en France. Et les rares personnes qui avaient un peu de courage, notamment une, et je vais terminer, je ne donnerai pas son nom, mais je pense que vous aurez son nom tout tard dans la commission d'enquête. Une personne qui avait dénoncé, qui avait été victime de certaines choses, elle est tenue elle-même. Je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas parler. Parce qu'en fait, elle s'était fait choper pour contrôle antidoping. Elle a été contrôlée positive au dopage.
cette joueuse internationale, très connue, la fédération la tenait avec ce dossier. Ils ont réussi à trouver un vice de procédure. Ils ne l'ont pas fait jouer pendant quelques mois, genre opération. Donc on en revient à ce que je vous disais. À un groupe de personnes occultes qui se soutiennent mordicus afin de servir leurs intérêts et de mettre des pressions pour les uns et les autres. Et donc pour terminer, j'ai toujours fait le suivi, ce qui prend énormément de temps, mais ce qui est nécessaire aujourd'hui, notamment contre la pédocriminalité. Au final, grâce à nos enquêtes dans le Guardian, les miennes et celles de Suzy Brack et d'Arons, il y aura ce centre international contre les abus qui sera un héritage. Mais on ne peut pas laisser le centre simplement pour dire oui, on va faire sur les petits pays, pas les gros. Je pense que la justice est la même pour tout le monde. Il ne devrait pas avoir de passe-droit. Et voir cette commission aujourd'hui en France qui se mêle des défaillances sportives, c'est la récompense de plus de 10 ans de boulot et je pense de toutes ces petites voix qui depuis tant d'années me parlent et qui aujourd'hui ne demandent qu'une chose, c'est être entendues. Donc ce sera un plaisir de vous mettre en contact, ce sera un plaisir de vous aider et ensemble on y arrivera. Je garde la foi, je keep the faith, comme je dis toujours. Les prochaines auditions à partir de septembre sont bien évidemment publiques, hein, donc vous pourrez également, si vous le souhaitez, vous connecter sur les sites de l'Assemblée nationale pour suivre le parcours de cette commission d'enquête et les différentes interventions. Et donc nous attendons de notre côté vos différents retours et les coordonnées, et toutes les dates et les différents points sur lesquels on nous avait apporté tous ces détails et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres informations ultérieurement à nous transmettre. Dans la journée, et certains noms que je n'ai pas donnés, je vous le donnerai en off, comme ça vous pourrez les vérifier. Nous vous remercions et en tout cas, Madame la rapporteure et moi-même, la présidente, nous vous disons à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.